N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour. En y retournant, tu pourras faire en sorte qu'il y ait moins d'âmes mutilées, moins de familles déchirées. Si cela en vaut la peine à tes yeux, alors disons-nous au revoir pour l'instant. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, on va parler de l'orphelin sans doute le plus célèbre au monde, Harry Potter. Et est-ce que l'histoire d'Harry Potter, c'est l'histoire de son deuil? Est-ce que c'est l'histoire d'un deuil? C'est plus en fait une curiosité pour moi, une théorie que j'ai découverte et qui m'avait amusé concernant l'histoire d'Harry Potter. Et je voulais aussi te rappeler cette histoire qui met aussi beaucoup de lumière sur les orphelins et sur le deuil. Alors il y a une théorie en fait sur internet qui a circulé sur la trame narrative d'Harry Potter et qui cherche à expliquer le déroulement des livres et qui met en parallèle d'un côté l'histoire du héros, orphelin de ses deux parents, et son combat contre son ennemi Lord Voldemort, qui symbolise la mort. Et en suivant, en fait, selon cette théorie, la trame narrative et le découpage en 7 étapes, en 7 livres de l'histoire, suivrait des étapes du deuil, donc 7 étapes du deuil. Et donc cette théorie, elle essaye de faire le parallèle entre chaque livre et chaque étape du deuil. Donc déjà, on voit que là, il n'y a pas de consensus sur le nombre d'étapes, entre guillemets, dans le deuil selon les études et selon les modèles. Donc typiquement, selon le modèle de Christophe Fauré, qui est psychologue français, dont je t'ai déjà parlé, selon lui, il y aurait plutôt 4 étapes. Donc une première, le déni. Ensuite, une phase plutôt de fuite et de recherche. Ensuite, une phase de prise de conscience vécue dépressive, donc prise de conscience vraiment de la mort de la personne. Et une 4e phase de restructuration. Selon le modèle d'Elizabeth Kubler-Ross, qui est psychologue américaine, dont je t'ai aussi déjà parlé dans l'épisode sur les livres, il y aurait 5 étapes plutôt au deuil: le déni, la colère, le marchandage et la négociation, la dépression pour la 4e étape, dépression, tristesse, et la 5e étape, l'acceptation. Et il y a encore d'autres modèles avec 7 étapes, par exemple le modèle de Jean Montbourquette, qui est un psychologue canadien. Sur un modèle en 7 étapes, en tout cas, que se construit cette théorie sur Harry Potter, comme quoi chaque livre représenterait une des étapes du deuil. Et donc dans ces 7 étapes, on aurait comme première étape le choc, ensuite le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc vraiment, je voudrais te faire un petit rappel sur le processus du deuil. Et donc quand on entend parler du nombre d'étapes ou de la durée de ces étapes, il faut vraiment prendre ça pour des repères et pas pour un chemin à suivre ou forcément ou quelque chose qui prescrirait en fait le chemin par lequel tu vas passer dans ton vécu de deuil. Et je t'invite plutôt à simplement écouter tes émotions à chaque moment, plutôt que t'imaginer par quoi tu pourras passer ou par quoi tu devrais passer. Et chacun vit son deuil à sa manière, et on voit bien que déjà les modèles ils s'accordent pas du tout. Enfin, on retrouve certaines émotions, mais donc ces phases elles sont assez floues en fait. Déjà il faut pas t'inquiéter sur ce qui peut t'arriver après. Le but de mettre un peu ces repères dans le processus du deuil, c'est pas de t'inquiéter en disant « Ah mais je vais bientôt arriver dans une phase de dépression, ça me fait très peur ». Non, l'idée c'est simplement de te donner des repères. Ça veut pas dire que nécessairement ça va se passer dans cet ordre-là, ça veut pas dire que forcément ça va se passer comme ça pour toi. Et donc il faut pas t'inquiéter, il faut pas non plus te culpabiliser parce que ce que tu ressens et ce que tu vis et ton expérience de deuil, ça correspond pas au modèle. Faut pas que tu te dises « Ah bah non mais j'ai ce modèle et ça correspond pas à ce que j'ai l'impression de vivre, donc peut-être je suis pas normal ».
En fait, donc, encore une fois, il n'y a pas de preuve scientifique à ces modèles et ni forcément qu'un être humain passe par toutes ces étapes et ni même dans cet ordre. Donc c'est aussi pour ça que je te mets en garde sur les limites de la recherche en psychologie expérimentale. C'est aussi pour ça que je te mets en garde par rapport à ces modèles et par rapport à toutes les précautions qu'il faut prendre par rapport à ces modèles pour pas qu'ils soient justement prescriptifs de ce que tu t'imagines que tu devrais vivre. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus parce que ces modèles, ça génère aussi beaucoup d'inquiétudes, en fait, des angoisses. Parce que quand on lit ça dans des articles sur Internet, j'échange avec des orphelins qui s'inquiètent et qui me disent ça devrait se passer comme ça, je devrais vivre mon deuil comme ça, est-ce que c'est normal que je le vive d'une autre façon? Ou qui se disent je suis angoissé, je suis stressé parce que il y a telle étape, l'étape de la dépression, à peu près 1 an après qui arrive, et ça m'inquiète, je ne sais pas comment ça va se passer. Non, vraiment, je t'invite à vivre ton deuil comme il arrive, avec les émotions que tu as au jour le jour, et de ne pas essayer de te coller un modèle sur ton expérience de vie. Là-dessus, je voudrais aussi te partager que, donc sur cette question, on va revenir après sur la théorie sur Harry Potter, mais je pense que c'était vraiment important de faire un point sur le modèle du processus du deuil. Et je voudrais te partager aussi que j'ai vécu aussi des deuils plus récents que celui de ma mère, et que j'ai le sentiment que mon rapport à la mort a évolué, comme j'ai travaillé aussi sur cette conscience de la mort, et que donc j'ai pas ressenti sur ces deuils plus récents la même chose que le deuil de ma mère. Et même quand j'ai fait, je considère être toujours en deuil de ma mère, mais j'ai pas eu le sentiment non plus de prendre conscience qu'il y avait nécessairement des phases ou des étapes dans le deuil de ma mère. Et je sais pas si concrètement je pourrais dire que je suis passé par telle ou telle étape. Maintenant, il y a des mots sur le ressenti au sein de ces étapes qui décrivent ce qu'on ressent dans le processus du deuil. Et ces mots-là, le fait de les formuler, ça permet aussi justement de faire ressortir ces émotions, et en tout cas de les accueillir et peut-être mieux les accepter. Donc en tout cas, voilà, cette théorie, elle est assez intéressante parce qu'elle met de la lumière sur le deuil et sur le vécu d'orphelin. Et donc, elle fait l'hypothèse en fait qu'il y a un parallèle entre chaque livre et chaque étape du deuil. Du coup, avec cette hypothèse aussi, à la base, qu'il y aurait 7 étapes du deuil. Et 7, c'est aussi un chiffre avec une forte symbolique, parce que 7, c'est un symbole de la chance, c'est le symbole du hasard. Il y a 7 jours dans la semaine, donc il y a aussi une dimension religieuse. Cette théorie, en fait, elle s'appuie sur le fait que l'auteur d'Harry Potter, donc J.K. Rowling, elle a écrit ses livres à un moment où elle était en plein deuil de sa mère, qui est décédée d'une sclérose en plaques. Et donc pour rentrer vraiment dans cette théorie qui fait un parallèle entre les étapes du deuil et la trame narrative d'Harry Potter, on aurait dans le premier livre la première étape, qui serait l'étape du choc. Cette théorie, elle fait bien correspondre, c'est vrai, le choc en fait que vit Harry Potter dans le premier livre, avec ce géant qui fracasse la porte, qui rentre dans la maison et qui vient dire à Harry que c'est un sorcier, qui vient aussi lui révéler comment ses parents sont morts et que c'est pas dans un accident de voiture. Et c'est aussi le choc dans ce livre que Harry Potter va découvrir le monde des sorciers. Et donc ça correspondrait, d'après cette théorie, à la première étape du deuil, qui est le choc de l'annonce de la mort d'un proche. Et à la fin du premier livre, il y a la rencontre avec Voldemort, qui est sous une forme assez choquante, avec un visage collé à l'arrière du crâne d'un autre humain. Et donc ce premier livre correspondrait à l'étape du choc. Dans le deuxième livre, dans la Chambre des secrets, donc ce serait la deuxième étape, selon cette théorie toujours, qui est l'étape du déni. Et en fait, au début du deuxième livre, il y a tout le monde qui va empêcher Harry Potter, pour l'empêcher de retourner à Poudlard. Et tout le monde lui dit que donc son oncle, sa tante, au début, ils disent non, tu ne retourneras pas à Poudlard et tu ne peux pas retourner là-bas. Et même l'elfe de maison qui va essayer de l'en empêcher. Et donc c'est une forme de déni de cette réalité,
du monde des sorciers. Et est-ce que quand, pareil, Harry Potter, à la fin du livre, il détruit Jedusor et détruit le livre de Tom Jedusor, est-ce qu'il nie pas aussi un peu la mort? Dans le troisième livre, le prisonnier d'Azkaban, on serait vraiment dans la phase selon les étapes du deuil, toujours selon cette théorie, la phase de la colère. On a un meurtrier, Sirius Black, qui vient de s'échapper d'une prison et qui est présumé complice du meurtre des parents d'Harry. Et donc Harry Potter, il est dans un état de colère parce qu'il s'énerve, par exemple, au début du livre, il s'énerve contre sa tante Marge. Il est en colère aussi parce qu'il y a une injustice dans ce livre autour d'un animal mi-cheval, mi-aigle, qui s'appelle un hippogriffe. Et donc il y a une injustice autour de cet animal. Et donc Harry est en colère et il veut protéger cet animal de l'injustice. Et donc à la fin du livre, il apprend que en fait, finalement, c'est un autre ami de ses parents, qui s'appelle Peter Pettigrew, qui les a trahis et qui est complice de leur mort. Et donc ce troisième livre, il résonne assez bien avec l'idée qu'il y a l'idée d'une injustice et l'idée de la colère. Dans le quatrième livre, La Coupe de Feu, Harry Potter, il se retrouve très seul au début. Ça correspondrait donc à la quatrième étape, selon cette théorie, de cette étape du deuil, qui est la tristesse. Il se retrouve très seul, il se retrouve embarqué aussi dans cette aventure de ce tournoi de la Coupe de Feu, malgré lui. Et il y a aussi une dispute entre ces deux amis dans ce livre, donc un événement plutôt triste. Et il est amoureux d'une fille, Harry Potter, qui s'appelle Cho, et cette fille ne veut pas de lui, elle est intéressée par un autre mec. Et donc, il est assez triste. Il va au bal avec une autre cavalière qui finit par le quitter à la fin du bal. Et il est très seul dans ses épreuves. Et surtout, la tristesse à la fin de ce quatrième livre, c'est la première mort en fait qu'on va vivre dans la lecture vraiment d'Harry Potter. Donc, dans l'histoire d'Harry Potter, la première mort à laquelle on participe en tant que lecteur, c'est le meurtre de Cédric Diggory à la fin du tome 4. Voilà, c'est vraiment le premier personnage qui meurt à l'intérieur du récit et qui attriste forcément à la fois tous les personnages, toute l'école, Harry Potter et le lecteur aussi. Donc à la fin du quatrième tome, il y a énormément de tristesse. Donc, on passe au cinquième tome, donc l'Ordre du Phénix. Et donc le cinquième tome correspondrait à l'étape de la résignation. Et le cinquième tome, c'est un moment où en fait Lord Voldemort, donc dans notre théorie c'est l'incarnation de la mort, et Lord Voldemort revient. Et donc, il commence à reprendre du pouvoir. Et c'est ce livre qui va symboliser, en fait, pour Harry Potter, la conscience que cette mort est inévitable et aussi la puissance de Voldemort sur Harry Potter et la puissance de la mort sur Harry Potter et ce qui l'accable vraiment. Et donc, ça correspondrait dans les étapes du deuil à cette étape qui est suivant la tristesse. C'est la conscience que la mort que la personne est bien morte, que la mort est bien réelle et que la personne ne reviendra pas. Et la conscience de son absence, c'est qu'en fait, il n'y a rien à faire. Dans ce livre, dans l'Ordre du Phénix, Harry Potter, il essaye par plusieurs moyens de combattre Voldemort. Et ça se solde systématiquement par des échecs. Il essaye de créer une armée d'étudiants de Poudlard et ça marche pas, il se fait arrêter dans toutes ses tentatives. Il essaye de se protéger contre les visions que Voldemort lui envoie parce que Voldemort se rend compte qu'il y a une connexion entre eux deux et qu'il est capable de le manipuler à l'aide de visions. Et même à la fin du livre, il se fait manipuler par Voldemort qui lui fait croire que son parrain, Sirius Black, est au ministère de la magie et il est en danger. Et donc Harry Potter qui va se déplacer là-bas et finalement, en cherchant à le sauver, va finalement provoquer sa mort. Donc c'est encore un échec, c'est encore un signe de sa résignation. Dans le sixième tome, la sixième étape dans cette théorie, la sixième étape du deuil, c'est l'étape d'acceptation en fait. Et dans le sixième tome, ça correspond assez bien avec le retour de Lord Voldemort. Et vraiment la conscience que cette fois, ça y est, tout le monde a conscience qu'il est de retour, donc que la mort est bien là. Et
Et comme Voldemort est une personnification de la mort, tout le monde a accepté l'éventualité de mourir. Et c'est aussi dans ce livre qu'on découvre comment Voldemort il a survécu à la mort à l'aide d'outils de magie noire qui sont les Horcruxes. Et enfin, dans le 7e livre, Harry Potter et les reliques de la mort, donc c'est le dernier tome dans lequel Harry Potter va combattre Voldemort. Et ça correspondrait à la 7e étape du deuil, qui est l'étape de la reconstruction. Et c'est vrai qu'elle est vraiment symbolique dans ce livre parce que Harry Potter va quasiment ressusciter à la fin du livre, alors que Voldemort l'aurait tué. Il parvient à le battre et à la fin du livre, il s'est même reconstruit. Il a reconstruit une famille avec une femme et des enfants. Donc voilà un peu pour t'expliquer cette théorie sur la narration dans les livres d'Harry Potter et le parallèle qu'on pourrait faire avec ces 7 étapes du deuil. Alors personnellement, je vois qu'il y a des parallèles qui sont assez intéressants sur la trame narrative. Et c'est une bonne occasion, je pense, aussi de retrouver cet univers, moi, dans lequel j'ai grandi, enfin, avec la lecture de ces livres dans lequel j'ai grandi, qui m'a particulièrement touché, parce que en tant qu'orphelin, même sans avoir même conscience que c'était vraiment ça qui me rapprochait de ce personnage Harry Potter, c'est vraiment un univers dans lequel j'ai grandi avec ces histoires. Mais personnellement, je suis quand même, avec ce parallèle avec les 7 étapes du deuil, je suis quand même assez dubitatif avec cette théorie parce que c'est vrai que pour certains livres, ça a l'air un peu tiré par les cheveux. En particulier, dans le 2e, l'étape du déni, il y a des choses, c'est pas très clair. On a l'impression qu'on essaye certaines fois de coller un peu ces étapes du deuil à certains livres, et puis même le caractère choquant de l'apparition de Lord Voldemort sur on voit que finalement, on voit que c'est un peu tiré par les cheveux. De fil en aiguille, en fait, quand on détricote cette théorie, ça semble assez clair que une analyse vraiment approfondie de cette théorie, ça validerait pas l'hypothèse que Harry Potter a été construit sur ces 7 étapes du deuil. Et parce qu'en fait, toutes les émotions du deuil, elles sont présentes à chaque livre. Et il n'y a pas une émotion comme la tristesse qui serait réservée à un seul livre. Donc elles ne sont pas spécifiques à un seul tome. Et juste parce que aussi, tout simplement, il n'y a pas de consensus scientifique sur le processus du deuil, sur les étapes. Et j'ajouterais même que les psychologues comme Christophe Fauré, comme Elisabeth Kubler-Ross ou Jean Montbourquette, quand ils énoncent comme ça les étapes dans le processus du deuil, ils le font toujours avec énormément de précautions et ils disent toujours que en fait, ces étapes, ce sont que des repères et qu'il n'y a pas forcément d'ordre ni de linéarité dans le processus du deuil. Et malheureusement, on ne met pas toujours autant de nuances quand on lit les articles sur Internet, quand on regarde dans les magazines de psychologie ou même juste dans les publications, dans les journaux. Il n'y a pas toujours cette nuance sur les étapes du deuil, sur le fait que vraiment, il faut les prendre comme des repères et pas comme une règle absolue de comment doit se dérouler un deuil. Après, pour revenir à cette théorie sur Harry Potter et sur la construction narrative, c'est assez probable que John K. Rowling, elle ait construit sa trame narrative aussi par rapport à son propre vécu du deuil, mais aussi qu'elle soit inspirée simplement d'une trame narrative telle que celle qui sert à la construction d'un personnage ou à la construction d'un héros. Parce que le processus du deuil tel qu'il est décrit ici avec ces 7 étapes, il ressemble aussi très fortement à des trames narratives qu'utilisent les scénaristes hollywoodiens ou les romanciers pour créer des héros, décrire les voyages des héros, et même si ce n'est pas forcément des orphelins, même si ce n'est pas forcément des personnages en deuil. En tout cas, le deuil reste un thème important dans Harry Potter, et ça, je pense que c'est ça qui est intéressant de souligner et de rappeler, c'est que Harry Potter, c'est quand même une saga qui a mis énormément de lumière déjà sur la condition des orphelins, même si c'est sur un personnage en particulier, sur un vécu en particulier. Mais c'est un peu pour moi le principal, et si ce n'est pas l'unique intérêt de cette analyse, c'est de mettre en avant des ressentis du deuil dans le cadre de cette saga, et parce que les émotions liées au deuil sont bien présentes dans ces livres, et même si elles ne servent pas
nécessairement de structure et de base à la construction narrative de ces livres, elles sont évoquées à plusieurs reprises au fil de chaque tome. Et Harry Potter, il vit dans ces livres plusieurs deuils. Celui de ses parents, celui de son parrain Sirius, celui de Cédric Diggory, celui de Dumbledore, celui de Dobby, l'elfe de maison. Et en tout cas, cette idée d'une construction narrative basée sur le deuil, elle ne fonctionne pas comme une théorie, mais elle fonctionne peut-être comme une analyse littéraire. Elle permet potentiellement de souligner peut-être une forme de construction qui soit conscient ou non de la part de l'auteur pour faire passer son message. Et les questions de faire son deuil, faire le deuil des autres, accepter sa mortalité, donc accepter la mort, c'est un thème que Joanne K. Rowling elle travaille dans ses livres de différentes façons. Notamment, il y a un conte, je ne sais pas si tu t'en souviens, je crois que c'est dans le 6e ou dans le 7e, je crois que c'est dans le 6e tome, avec le conte des 3 frères et des reliques, qui raconte en fait 3 frères qui croisent la mort lors d'une promenade et la mort leur tend un piège en fait, leur propose de réaliser un de leurs souhaits et chacun des frères va avoir un souhait un peu particulier et la mort va leur donner une espèce justement une relique puissante. Donc qui sont dans le dernier tome, ce sont les 3 reliques de la mort. Il y a un des frères qui demande en fait un objet qui symbolise la puissance, qui est la baguette la plus puissante au monde. Et donc, quelque part, ça symbolise l'orgueil en fait, et la vanité de pouvoir affronter la mort et de pouvoir espérer la vaincre en étant si puissant. Le deuxième frère, il va demander une pierre de résurrection qui permet de faire revenir les morts. Et donc, de la même façon, c'est une forme de nécromancie, de vouloir à tout prix garder ce lien avec des morts. Et ce deuxième frère, qui essaye aussi à sa façon de vaincre la mort, lui va sombrer dans la folie. Donc le premier frère se fait tuer parce que par orgueil, il y a d'autres sorciers qui ont convoité cette baguette. Et le troisième frère qui lui demande une cape d'invisibilité pour se cacher de la mort et qui finalement, au bout de nombreuses années, où la mort a essayé de le traquer, il décide de sortir de sa cachette, de retirer la cape d'invisibilité, de la donner à son fils, et il accepte à ce moment-là la mort. Et donc ce conte, bien sûr, reprend cette thématique de l'acceptation de sa mortalité, et aussi quelles sont les vanités humaines face à cette mortalité. En tout cas, je trouve vraiment que cette théorie et cette histoire, c'est une bonne occasion de mettre en lumière les souffrances des orphelins et les difficultés rencontrées pour se construire et se reconstruire en grandissant avec un ou plusieurs parents qui sont morts. Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi de revisiter comme ça la saga Harry Potter. Et j'aimerais aussi avoir ton avis si tu avais déjà entendu parler de cette théorie ou si c'est la première fois que tu l'entends. Qu'est-ce que tu en penses de cette théorie sur Harry Potter et sur les différentes étapes du deuil ? Peut-être si toi aussi tu as grandi avec ces livres, est-ce que ça t'apporte un regard nouveau aussi, le fait de constater de comment le deuil et comment la mort est traitée dans ces romans. Je serais ravi de partager avec toi et avec les autres orphelins résilients sur le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite.
On parlera dans le prochain épisode de la différence entre la culpabilité et la responsabilité dans ton deuil et dans tes relations.